Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature. Autobiographie d'un spectateur est parue en préface au volume de Federico Fellini, Quattro Film, en 1974. Et en français, aux éditions du Seuil, dans un regroupement de textes de Calvino, sous le titre La route de San Giovanni. Pendant des années, je suis allé au cinéma presque tous les jours, et même 2 fois par jour. C'était, disons, entre 36 et la guerre, l'époque en somme de mon adolescence. Des années où le cinéma représentait pour moi le monde. Un autre monde que celui qui m'entourait, mais pour moi, seul ce que je voyais sur l'écran possédait les propriétés d'un monde. La plénitude, la nécessité, la cohérence, alors qu'en dehors de l'écran s'entassaient des éléments hétérogènes qui paraissaient avoir été rassemblés par hasard, les matériaux de ma vie qui me semblaient démunis de toute forme. Le cinéma, un moyen d'évasion, a-t-on dit si souvent, dans une formule qui se veut de condamnation. Et le cinéma, alors, me servait certainement à cela, à satisfaire le besoin de dépaysement, à projeter mon attention dans un espace différent. Un besoin qui, je crois, correspond à une fonction primaire d'insertion dans le monde, une étape indispensable dans toute formation. Pour se créer un espace différent, il existe bien d'autres manières plus substantielles et personnelles. Le cinéma était le moyen le plus facile et le plus à ma portée, mais celui qui, aussi instantanément, m'emmenait le plus loin. Chaque jour, en passant dans la rue principale de ma petite ville, je n'avais d'yeux que pour les cinémas, 3 salles de première exclusivité qui changeaient leur programme tous les lundis et les jeudis, et 2 ou 3 locaux de dimension réduite qui donnaient des films plus anciens ou médiocres, avec un roulement de 3 films par semaine. Je savais déjà d'avance quels films on projetait dans chaque salle, mais je cherchais des yeux les affiches placées sur le côté où était annoncé le film du programme à venir. Car en cela résidait la surprise, la promesse, l'attente qui accompagnerait les jours suivants. J'allais au cinéma l'après-midi, m'échappant de chez moi en cachette ou avec l'excuse d'aller travailler chez quelques camarades. Parce que, pendant l'année scolaire, mes parents ne me laissaient que peu de liberté. Le signe de cette véritable passion était cet élan qui me poussait à me fourrer dans une salle de cinéma dès son ouverture, à 2 heures. Assister à la première projection offrait divers avantages. La salle se trouvait à moitié vide, comme si elle était toute pour moi, ce qui me permettait de m'étaler au milieu des places de 3e catégorie, les jambes allongées sur le dossier devant moi. J'avais l'espoir de rentrer chez moi sans qu'on se soit aperçu de ma fugue, pour avoir ensuite la permission de sortir à nouveau, et voir peut-être un autre film. J'éprouvais un léger étourdissement pour le restant de l'après-midi, nuisible pour mon travail mais favorable aux rêveries. Et outre ces raisons, toutes inavouables, à plusieurs titres, il y en avait une plus sérieuse. Entrer à l'heure d'ouverture me permettait d'avoir la chance, qui arrivait rarement, de voir le film depuis le début, et non pas à partir de n'importe quel moment, au milieu ou à la fin, comme cela se passait d'habitude quand j'arrivais au cinéma, en plein après-midi ou vers le soir. Entrer quand le film était déjà commencé correspondait par ailleurs à l'usage barbarement généralisé des spectateurs italiens, et qui est encore en vigueur. On peut dire que déjà à cette époque, nous parcourions les techniques narratives les plus sophistiquées du cinéma d'aujourd'hui, en cassant le fil temporel de l'histoire et en la transformant en un puzzle qu'il fallait recomposer morceau par morceau ou accepter sous la forme d'un corpus fragmentaire. Pour continuer à donner des éléments de réconfort, je dirais que d'assister au début du film, après qu'on en connaissait la fin, procurait des satisfactions supplémentaires. Découvrir non le dénouement des mystères et des drames, mais leur genèse, avec un sentiment confus de prévision face aux personnages. Confus comme doit l'être précisément celui des devins, parce que la reconstruction de l'intrigue, mise en petits morceaux, n'était pas toujours aisée, et encore moins s'il s'agissait d'un film policier, où l'identification d'abord de l'assassin puis du crime laissait au milieu une zone de mystère encore plus ténébreuse. Qui plus est, parfois entre le début et la fin demeurait un morceau manquant, parce qu'en regardant soudain ma montre, je m'apercevais qu'il était tard, et si je ne voulais pas encourir les colères familiales, je devais m'échapper avant que ne réapparaisse sur l'écran la séquence au cours de laquelle j'étais entré. Ainsi, plusieurs films sont restés pour moi, avec une lacune au milieu, et aujourd'hui encore, après plus de 30 ans, que dis-je, presque 40 ans,
Quand il m'arrive de revoir un de ces films d'alors, à la télévision par exemple, je reconnais le moment où j'étais entré dans la salle. Les scènes que j'avais vues sans les comprendre. Je récupère les morceaux perdus, je recompose le puzzle comme si je l'avais laissé inachevé le jour précédent. Je parle des films que j'ai vus, disons, entre 13 et 18 ans, quand le cinéma m'occupait avec une force que je ne peux comparer ni avec l'époque précédente, ni avec la suivante. Les souvenirs des films vus dans mon enfance sont confus. Les films que j'ai vus quand j'étais adulte se mêlent à beaucoup d'autres impressions et expériences. Ces mémoires sont celles de quelqu'un qui découvre le cinéma d'alors. J'avais eu une éducation très rigide, et ma mère chercha tant qu'elle le put à me préserver des rapports avec le monde qui ne fussent pas programmés et tendant à un objectif. Quand j'étais enfant, elle m'accompagnait rarement au cinéma, et seulement pour aller voir des films qu'elle jugeait adaptés ou instructifs. J'ai peu de souvenirs du cinéma muet et des premières années du parlant. Quelques Charlots, un film sur l'Arche de Noé, Ben-Hur avec Ramon Novarro, Dirigeable, dans lequel un zeppelin se trouvait en perdition au pôle, le documentaire Africa Parla, un film de science-fiction sur l'an 2000, les aventures africaines de Trader Horn. Si Douglas Fairbanks et Buster Keaton tiennent la place d'honneur dans ma mythologie, c'est parce que plus tard, je les ai introduits rétrospectivement dans mon enfance imaginaire, à laquelle ils ne pouvaient pas ne pas appartenir. Enfant, je ne les connaissais que par la contemplation des affiches en couleur. Généralement, on me tenait éloigné des films avec intrigue amoureuse, auxquels d'ailleurs je ne comprenais rien. Car par manque d'habitude avec la physiognomonie cinématographique, je confondais les acteurs d'un film les uns avec les autres. Surtout s'ils avaient des petites moustaches, et les actrices, surtout si elles étaient blondes. Dans les films d'aviation, qui étaient très fréquents à l'époque de mon enfance, les personnages masculins se ressemblaient comme autant de jumeaux, et comme l'intrigue se fondait toujours sur la jalousie de deux pilotes qui n'étaient pour moi qu'un seul pilote, j'en ressentais une grande confusion. Mon apprentissage de spectateur avait été en somme lent et contrasté. C'est pourquoi explosa chez moi la passion dont je parle. Lorsque, au contraire, j'étais entré au cinéma à 4 ou 5 heures, j'étais frappé en sortant par la sensation du passage du temps, le contraste entre deux dimensions temporelles différentes, à l'intérieur et à l'extérieur du film. J'étais entré en plein jour, et je retrouvais en sortant l'obscurité, les rues éclairées qui prolongeaient le noir et blanc de l'écran. L'obscurité adoucissait un peu la discontinuité entre les deux mondes et l'accentuait aussi un peu, parce qu'elle dénonçait ces 2 heures passées que je n'avais pas vécues, englouties dans une suspension du temps ou dans la durée d'une vie imaginaire, ou dans le saut en arrière à travers les siècles. Une émotion particulière était due à la découverte, à ce moment-là, que les journées s'étaient raccourcies ou allongées. La sensation du passage des saisons, toujours douce dans le lieu tempéré où je vivais, ne me gagnait qu'à la sortie du cinéma. Lorsqu'il pleuvait dans le film, je tendais l'oreille pour savoir si s'était mis à pleuvoir aussi dehors, si une averse me surprenait alors que j'étais sorti de chez moi sans parapluie. C'était le seul moment où, tout en restant immergé dans cet autre monde, je me souvenais du monde extérieur. Et l'effet était angoissant. La pluie dans les films éveille encore aujourd'hui en moi ce réflexe, ce sentiment d'angoisse. S'il n'était pas encore l'heure de dîner, je me joignais à mes amis qui allaient et venaient le long des trottoirs de la rue principale. Je repassais devant le cinéma, d'où je venais de sortir, et j'entendais, venant de la cabine de projection, quelques répliques du dialogue résonner dans la rue. Et je les recevais, maintenant, avec une sensation d'irréalité et non plus d'identification, parce que j'étais désormais passé dans le monde du dehors, mais aussi avec un sentiment ressemblant à de la nostalgie, comme chez celui qui se retourne et regarde en arrière au passage d'une frontière. Je pense particulièrement à un cinéma, le plus ancien de la ville, lié à mes premiers souvenirs des temps du muet, et qui avait gardé, de ces temps-là, et les conservait encore il y a quelques années, une enseigne Liberty décorée de médailles, et l'architecture de la salle, un local grand et long, en pente, bordé d'un couloir à colonnes. La cabine de l'opérateur donnait sur la rue principale par une petite fenêtre d'où résonnaient les voix absurdes du film, à la déformation métallique à cause des moyens techniques de l'époque, et encore plus absurde à cause de l'élocution du doublage italien, sans rapport avec aucune langue parlée du passé ou du futur. Mais la fausseté de ces voix devait avoir
pourtant une force communicative en elle-même, comme le chant des sirènes. Et chaque fois que je passais sous la petite fenêtre, j'entendais, moi, l'appel de cet autre monde qui était le monde. Les portes latérales de la salle donnaient sur une ruelle. Pendant les entr'actes, l'ouvreur, avec des brandebourgs sur sa veste, ouvrait les rideaux de velours rouge et la couleur de l'air du dehors paraissait discrètement sur le seuil. Les passants et les spectateurs assis se regardaient avec un peu d'embarras, comme s'il s'agissait d'une intrusion inconvenante pour les uns comme pour les autres. C'était surtout l'entr'acte entre la première et la deuxième partie. Un autre étrange usage uniquement italien qui s'est inexplicablement conservé jusqu'à aujourd'hui, qui venait me rappeler que je me trouvais toujours dans cette ville, ce jour-là, à cette heure-là. Et selon l'humeur du moment, je sentais grandir la satisfaction de savoir que dans un instant, je reviendrais me projeter dans les mers de Chine ou dans le tremblement de terre de San Francisco. Ou bien, j'étais soudain étreint par le rappel à ne pas oublier que j'étais toujours ici, à ne pas me perdre au loin. Les interruptions dans le cinéma le plus important de la ville à cette époque étaient moins cruelles. Le changement d'air avait lieu grâce à l'ouverture d'une coupole métallique au centre d'une voûte où une fresque représentait des centaures et des nymphes. La vue du ciel introduisait au milieu du film une pause de méditation, avec le passage lent d'un nuage qui pouvait venir d'autres continents, d'autres siècles. Les soirs d'été, la coupole restait ouverte, même pendant la projection. La présence du firmament englobait tous les lointains en un seul univers. L'été, pendant les vacances, je fréquentais les cinémas avec plus de calme et de liberté. La plupart de mes camarades de classe quittaient alors la ville et le bord de mer pour la montagne ou la campagne. Et je restais sans compagnie pendant de longues semaines. Chaque été s'ouvrait pour moi une saison de chasse aux vieux films, parce qu'on reprogrammait des films des années précédentes, du temps où cette faim omnivore ne s'était pas encore emparée de moi. Et au cours de ces mois-là, je pouvais rattraper des années perdues, me faire, en tant que spectateur, une ancienneté que je n'avais pas. C'étaient des films du circuit commercial normal, je ne parle que de cela. L'exploration de l'univers rétrospectif des ciné-clubs, de l'histoire consacrée et enfermée dans les cinémathèques marquera une autre phase de ma vie, un rapport avec des villes et des mondes différents. Et alors le cinéma commencera à faire partie d'un discours plus complexe, d'une histoire. Mais cependant, je porte encore en moi l'émotion que j'éprouvais en récupérant la vision d'un film de Greta Garbo, daté de 3 ou 4 ans plus tôt, mais qui appartenait pour moi à la préhistoire, avec un Clark Gable très jeune, sans moustache. Cela s'appelait Courtisane. Ou était-ce l'autre ? Parce que les films de Greta Garbo que j'ajoutais à ma collection dans cette même série de reprises estivales furent 2. Mais la perle rare demeura de toute façon La Gifle avec Jean Harlow. Je ne l'ai pas encore dit, mais cela me semblait sous-entendu. Le cinéma était pour moi le cinéma américain, la production courante d'Hollywood. Mon époque s'étend à peu près des Lanciers du Bengale avec Gary Cooper et la mutinerie du Bounty avec Charles Laughton et Clark Gable, jusqu'à la mort de Jean Harlow, que je revécus des années plus tard à la mort de Marilyn Monroe, à une époque plus consciente quant à la charge névrotique de tout symbole. Avec entre les deux beaucoup de comédies, Les Policiers Roses avec Myrna Loy et William Powell et Le Chien Asta, les comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers, Les Policiers de Charlie Chan, Le Détective chinois et les films d'horreur de Boris Karloff. Les noms des metteurs en scène me parlaient moins que ceux des acteurs, sauf quelques-uns, comme Frank Capra, Grégory Lacava ou Frank Borzaghi, lequel, au milieu des milliardaires, représentait les pauvres gens en général. Avec Spencer Tracy, c'étaient les metteurs en scène des bons sentiments de l'époque de Roosevelt. Cela, je l'appris plus tard, car pendant cette période, j'avalais tout sans trop faire de différence. Le cinéma américain d'alors consistait en un échantillonnage de visages d'acteurs sans pareil à aucune époque, ni avant ni après. C'est du moins ce qu'il me semble. Et les intrigues n'étaient que de simples mécanismes pour que ces visages se retrouvent ensemble, amoureux, acteurs de genre, comparses, dans des combinaisons toujours différentes. Autour de ces trames conventionnelles, ce qui émanait du goût d'une société et d'une époque n'était pas grand-chose, mais c'était précisément pour cela qu'il me parvenait sans que je sache définir en quoi il consistait. C'était, comme j'allais l'apprendre par la suite, la mystification de ce que cette société portait en elle. Mais c'était une mystification particulière, différente de la nôtre, qui nous submergeait pendant tout le reste de la journée. Et de même que pour le psychanalyste, il est également intéressant que son patient mente ou soit sincère, parce qu'il révèle de toute façon quelque chose de lui, de même, en tant que spectateur, appartenant à un autre système de mystification, j'avais moi aussi,
quelque chose à apprendre, tant de ce peu de vérité que de cette grande quantité de mystification que me donnaient les produits d'Hollywood. C'est pourquoi je n'ai pas de rancœur à l'égard de cette image mensongère de la vie. À présent, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais crue vraie, mais prise seulement comme une des images artificielles possibles, même si alors je n'aurais su l'expliquer. Certes, les films français circulaient aussi, et ils se manifestaient comme quelque chose de tout à fait différent, conférant au dépaysement une autre épaisseur, une attache particulière entre les lieux de mon expérience et les lieux de l'ailleurs, ce en quoi consiste l'effet qu'on appelle réalisme. Je le comprendrai plus tard. Et après avoir vu la Casbah d'Alger dans Pépé le Moko, je regardais avec des yeux différents les rues en escalier de notre vieille ville. Le visage de Jean Gabin était fait d'une autre matière physiologique et psychologique que les visages des acteurs américains qui ne se seraient jamais relevés de leur assiette, sale de soupe et d'humiliation, comme au début de la Bandera. Seul le visage de Wallace Beery dans Viva et Villa aurait pu en être rapproché, et peut-être aussi celui d'Edward G. Robinson. Le cinéma français était aussi lourd d'odeur que celui des Américains, reluisant et aseptique, sentait le palmolive. Les femmes avaient la présence charnelle qui les enracinait dans la mémoire, comme femmes vivantes, en même temps que comme fantasmes érotiques. Viviane Romance est la figure que j'associe à cette pensée. Alors que chez les stars d'Hollywood, l'érotisme était sublimé, stylisé, idéalisé. Même la plus charnelle des Américaines de l'époque, la blonde platinée Jean Harlow, était rendue irréelle par l'éclat éblouissant de sa peau. Dans le noir et blanc, la force du blanc opérait une transformation des visages féminins, des jambes et des épaules et des décolletés, faisait de Marlène Dietrich non l'objet immédiat du désir, mais le désir même comme essence extraterrestre. Je percevais que le cinéma français parlait de choses plus inquiétantes et vaguement défendues. Je savais que Jean Gabin, dans Quai des Brumes, n'était pas un ancien combattant qui voulait aller cultiver une plantation dans les colonies, comme le doublage italien essayait de le faire croire, mais un déserteur qui s'échappait du front, thème que la censure fasciste n'aurait jamais autorisé. Je pourrais parler longtemps, en somme, du cinéma français des années 30, comme de l'américain. Mais le propos s'élargirait à beaucoup d'autres arguments qui n'ont rien à voir avec le cinéma, ni avec les années 30, alors que le cinéma américain des années 30 est à part. Je dirais presque qu'il est sans un avant ni un après. Il est certainement sans un avant ni un après dans l'histoire de ma vie. À la différence du cinéma français, le cinéma américain de cette époque n'avait rien à voir avec la littérature. C'est peut-être la raison pour laquelle il se détache dans mon expérience avec une importance isolée du reste. Ces mémoires de spectateurs font partie de celles d'avant que la littérature ne m'effleure. Ce que l'on appelait le firmament d'Hollywood formait un système en soi, avec ses constantes et ses variables, une typologie humaine. Les acteurs représentaient des modèles de caractère et de comportement. Il s'y trouvait un héros possible pour chaque tempérament. Pour ceux qui se proposaient d'affronter la vie dans l'action, Clark Gable représentait une certaine brutalité, égayée par la fanfaronnade. Gary Cooper, le sang-froid sous un voile d'ironie. Pour ceux qui comptaient dépasser les obstacles grâce à l'humour et au savoir-faire, il y avait l'aplomb de William Powell et la discrétion de Frank Houghton. Pour l'introverti qui vint sa timidité, il y avait James Stewart, tandis que Spencer Tracy était le modèle de l'homme ouvert et juste qui sait faire les choses de ses propres mains. Et on proposait même un rare exemple de héros intellectuel avec Leslie Howard. Avec les actrices, la gamme des physionomies et des caractères était plus restreinte. Les maquillages, les coiffures, les expressions tendaient à une stylisation unitaire qui se divisait entre les deux catégories fondamentales des blondes et des brunes. Et à l'intérieur de chaque catégorie, on allait de l'original Carole Lombard à la pratique Jean Arthur, de la bouche large et langoureuse de Joan Crawford à celle fine et pensive de Barbara Stanwyck. Mais il y avait au milieu un éventail de figures de moins en moins différenciées, avec une certaine marge d'interchangeabilité. Entre le catalogue des femmes rencontrées dans les films américains et le catalogue des femmes que l'on rencontre en dehors de l'écran dans la vie de tous les jours, on ne parvenait pas à établir de rapport. Je dirais que là, où l'un finissait, l'autre commençait. Avec les femmes des films français, au contraire, ce rapport existait. De l'absence polissonne de préjugés de Claudette Colbert à l'énergie aiguë de Katharine Hepburn, le modèle le plus important que le caractère féminin du cinéma américain proposait était celui de la femme rivale de l'homme en résolution, obstination, esprit et ingéniosité. Dans cette maîtrise lucide de soi face à l'homme, Myrna Loy était celle qui mettait le plus d'intelligence et d'ironie. J'en parle à présent avec un sérieux que je n'aurais pas su relier à la légèreté de ces petites comédies. Mais au fond, pour une société comme la nôtre, pour les mœurs italiennes de ces années-là, surtout en province, cette autonomie et cet esprit d'initiative des femmes américaines pouvaient être une leçon qui, en quelque sorte, me touchait.
à tel point que j'avais fait de Myrna Loy le prototype d'un idéal féminin, peut-être celui de l'épouse, peut-être celui de la sœur, en tout cas d'identification de goût, de style, qui cohabitait avec les fantasmes de l'agressivité charnelle, Jean Harlow, Viviane Romance, et de la passion épuisante et langoureuse, Greta Garbo, Michel Morgan, vis-à-vis desquels l'attraction que j'éprouvais était parcourue d'un sentiment de crainte, ou avec cette image de bonheur physique et de vitalité joyeuse qu'était Ginger Rogers, pour qui je nourrissais un amour malheureux dès le départ, même dans mes rêveries, parce que je ne savais pas danser. On peut se demander si le fait de se bâtir un Olympe de femmes idéales et pour l'instant impossible à atteindre était un bien ou un mal pour un jeune homme. Il y avait certainement un aspect positif, parce que cela poussait à ne pas se satisfaire du peu ou du beaucoup que l'on rencontrait et à projeter ses propres désirs plus loin, dans le futur, dans l'ailleurs ou dans le difficile. L'aspect le plus négatif était que cela n'apprenait pas à regarder les vraies femmes d'un œil prêt à découvrir des beautés inédites, sans conformité avec les canons, à inventer des personnages nouveaux avec ce que le hasard ou la recherche nous fait rencontrer dans notre horizon. Si le cinéma était surtout fait pour moi d'acteurs et d'actrices, je ne dois tout de même pas oublier que pour moi, comme pour tous les spectateurs italiens, il n'existait que la moitié de chaque acteur ou actrice, c'est-à-dire l'image seule, sans la voix, remplacée par l'abstraction du doublage, par une diction conventionnelle, étrangère et sans saveur, aussi anonyme que l'écriture imprimée qui, dans les autres pays, ou du moins dans ceux où les spectateurs sont considérés mentalement plus agiles, renseigne sur ce que les bouches communiquent avec toute la charge sensible d'une prononciation personnelle, d'un sigle phonétique fait de lèvres, de dents, de salive, fait surtout de différentes provenances géographiques du melting pot américain, dans une langue qui révèle à qui la comprend des nuances expressives, et pour qui ne la comprend pas, ajoute un potentiel musical, comme celui que nous entendons aujourd'hui dans les films japonais ou suédois. Le conventionnalisme du cinéma américain me parvenait donc redoublé, qu'on m'excuse pour ce jeu de mots, par le conventionnalisme du doublage, mais qui, pour nos oreilles, se mettait à faire partie du charme du film, inséparable de ses images. Il y a là le signe que la force du cinéma est née muette et que la parole, du moins pour les spectateurs italiens, était toujours entendue comme une superposition, un sous-titre en capitale. Et d'ailleurs, les films italiens de l'époque, même s'ils n'étaient pas doublés, apparaissaient comme s'ils l'étaient. Si je n'en parle pas, bien que je les ai tous vus et que je m'en souvienne, c'est parce qu'ils comptaient peu, en bien ou en mal, et que je ne pourrais vraiment pas les faire rentrer dans ce discours sur le cinéma en tant qu'autre dimension du monde. Il entrait dans mon assiduité de spectateur de films américains une obstination de collectionneur. Et pour cette raison, toutes les interprétations d'un acteur ou d'une actrice étaient comme les timbres d'une série que je collais au fur et à mesure dans l'album de ma mémoire, en comblant petit à petit des lacunes. J'ai nommé jusque-là des stars célèbres, mais mon collectionnisme s'étendait aussi à la foule des comparses, qui était à cette époque un ingrédient nécessaire pour chaque film, surtout dans les rôles comiques, comme Everett Horton ou Frank Morgan, ou dans les rôles de méchants comme John Carradine ou Joseph Calleja. C'était un peu comme dans la Commedia dell'arte, où chaque rôle est prévisible, et rien qu'en lisant les noms du cast, je savais que Billy Burke allait être la dame un peu évaporée, Aubrey Smith, le colonel bourru, Misha Hauer, l'escroc sans le sou, Eugène Palette, le milliardaire. Mais je m'attendais aussi à des petites surprises, à reconnaître un visage connu dans un rôle inattendu, peut-être maquillé d'une autre façon. Je connaissais le nom de presque tout le monde, même de celui qui jouait toujours le portier d'hôtel susceptible, Hugh Parkborn, jusqu'à celui qui jouait toujours le barman enrhumé, Armetta. Et je me souviens des visages d'autres, dont je ne me rappelle pas ou dont je n'arrivais jamais à connaître le nom. Par exemple, les divers majordomes, qui étaient une catégorie en soi très importante dans le cinéma de l'époque, peut-être parce qu'on commençait déjà à se rendre compte que l'époque des majordomes était finie. Mon érudition est celle bien entendu d'un spectateur et non celle d'un spécialiste. Je ne pourrai jamais rivaliser avec les érudits professionnels en la matière, ni même me présenter à qui tout double, parce que je n'ai jamais été tenté d'étayer mes souvenirs en consultant des manuels, des répertoires de filmographie, des encyclopédies spécialisées. Ces souvenirs font partie d'un stock mental, personnel, où ne comptent pas les documents écrits, mais seulement le dépôt fortuit
des images tout au long des journées et des années. Un stock de sensations privées que je n'ai jamais voulu mêler à ceux de la mémoire collective. Parmi les critiques de ces temps-là, je suivais les articles de Filippo Sacchi sur le Corriere, très fin et attentif à mes acteurs préférés. Et plus tard, Volpone sur le Bertoldo, qui se trouvait être Pietro Bianchi, qui jeta le premier un pont entre le cinéma et la littérature. Il faut dire que toute cette histoire se concentre sur très peu d'années. Ma passion eut à peine le temps de se reconnaître et de se libérer de la répression familiale, qu'elle fut étouffée soudainement par la répression de l'État. Tout d'un coup, je crois en 1938, l'Italie, pour étendre son autarcie au domaine cinématographique, décréta l'embargo sur les films américains. Ce n'était pas à proprement parler une question de censure. La censure, comme d'habitude, accordait ou n'accordait pas son visa aux différents films. Et ceux qui ne passaient pas, personne ne les voyait, et c'est tout. Malgré la maladroite campagne anti-hollywoodienne, dont la propagande du régime, qui commençait justement à cette époque à s'aligner sur le racisme hitlérien, accompagna la mesure, la raison véritable de l'embargo devait être celle du protectionnisme commercial, pour laisser place sur le marché à la production italienne et allemande. Raison pour laquelle les 4 principales maisons américaines de production et de distribution, Metro, Fox, Paramount, Warner, ce sont toujours des souvenirs que je rapporte me fiant à l'exactitude de l'enregistrement de mon traumatisme, furent interdits. Alors que des films d'autres maisons américaines comme RKO, Columbia, Universal, United Artists, qui même auparavant étaient distribués par l'intermédiaire des sociétés italiennes, continuèrent à arriver jusqu'à la fin de 1941. C'est-à-dire tant que l'Italie ne fut pas en guerre contre les États-Unis. On m'accorda encore quelques satisfactions isolées, et même une des plus importantes, Ombre Rouge, mais ma voracité de collectionneur était blessée à mort. En comparaison de toutes les prohibitions et les obligations que le fascisme avait imposées, et de celles encore plus graves qu'il était en train d'imposer dans ces années d'avant-guerre, et puis de guerre, le veto sur les films américains était certainement une privation mineure ou minime, et je n'étais pas assez sot pour ne pas le savoir. Mais c'était la première mesure qui me frappait, moi, directement, qui n'avait pas connu d'autres temps que ceux du fascisme, ni ressenti d'autres besoins que ceux que le milieu dans lequel je vivais pouvait suggérer et satisfaire. C'était la première fois qu'un droit dont je jouissais m'était arraché. Plus qu'un droit, une dimension, un monde, un espace de l'esprit. Et je ressentis cette perte comme une cruelle oppression, qui renfermait en elle toutes les formes d'oppression que je ne connaissais que par ouï-dire, ou parce que j'en avais vu souffrir d'autres personnes. Si je peux en parler encore aujourd'hui comme d'un bien perdu, c'est parce que quelque chose disparut ainsi de ma vie pour ne plus jamais réapparaître. La guerre finie, beaucoup de choses avaient changé. J'avais changé, moi, et le cinéma était devenu une autre chose en soi et une autre chose par rapport à moi. Ma biographie de spectateur reprend, mais c'est celle d'un autre spectateur, qui n'est plus seulement un spectateur. Avec tant d'autres choses en tête, quand je revenais sur le souvenir du cinéma hollywoodien de mon adolescence, je le trouvais assez pauvre. Ce n'était pas une des époques héroïques du cinéma muet ou des débuts du parlant que mes premières explorations dans l'histoire du cinéma m'avaient fait désirer. Même mes souvenirs de la vie de ces années-là avaient changé, et tant de choses que j'avais alors considérées comme faisant partie de l'insignifiant quotidien se teintaient à présent de signification, de tension, de prémonition. En somme, en reconsidérant mon passé, le monde de l'écran se révélait à moi bien plus pâle, plus prévisible, moins émouvant que le monde du dehors. Certes, je peux toujours dire que c'était la vie grise et banale de la province qui m'avait poussé vers les rêves de celluloïd, mais je sais que j'ai recours à un lieu commun qui simplifie beaucoup la complexité de l'expérience. Il est inutile que j'explique à présent comment et pourquoi la vie provinciale qui m'entourait pendant mon enfance et mon adolescence était entièrement faite d'exceptions à la norme, et que la tristesse et l'inactivité, si elles existaient, étaient en moi, mais non dans l'aspect visible des choses. Et même le fascisme, dans une localité où la dimension de masse des phénomènes restait insaisissable, était un ensemble de visages individuels, et n'était donc pas une chape aussi uniforme qu'une couche de goudron. Mais je parle des yeux désenchantés d'un garçon qui regardait à moitié de l'extérieur, à moitié de l'intérieur. Un élément supplémentaire de contraste, un fragment du puzzle qui était plus difficile de faire cadrer avec les autres à cause de ses contours difformes. Un film dont j'avais raté le début et dont je ne savais pas imaginer la fin. Dans ce contexte, qu'avait donc été pour moi le cinéma ? Je dirais la distance. Il répondait à un besoin de distance, de dilatation des limites du réel,
un besoin de voir s'ouvrir autour de moi des dimensions incommensurables, aussi abstraites que des entités géométriques, et pourtant concrètes, absolument pleines de visages, de situations et d'ambiances, qui établissaient avec le monde de l'expérience directe leur réseau abstrait de rapports. À partir de l'après-guerre, le cinéma a été vu, a été discuté, a été fait de façon totalement différente. Je ne sais pas à quel point le cinéma italien de l'après-guerre a modifié notre façon de voir le monde, mais il a certainement changé notre façon de voir le cinéma. N'importe quel cinéma, même celui des Américains. Il n'y a pas un monde à l'intérieur de l'écran éclairé, dans la salle plongée dans l'obscurité. Et dehors, un autre monde hétérogène, séparé, avec une nette discontinuité, océan ou abysse. La salle dans le noir disparaît, l'écran est une loupe placée sur le dehors quotidien, et oblige à fixer ce sur quoi l'œil nu a tendance à glisser sans s'arrêter. Cette fonction a, ou peut avoir, son utilité, petite ou moyenne, ou très grande, en certains cas. Mais la nécessité anthropologique, sociale de la distance, elle ne la satisfait pas. Ensuite, pour reprendre le fil de la biographie individuelle, je suis entré rapidement dans le monde de l'écrit, qui, le long de certaines de ses marges, confine avec le monde de la pellicule. J'ai aussitôt senti obscurément que, au nom de mon vieil amour pour le cinéma, je me devais de préserver ma condition de pur spectateur, et que j'en aurais perdu les privilèges si j'étais passé du côté de ceux qui font les films. Je n'eus jamais d'ailleurs la tentation d'essayer. Mais comme la société italienne n'a pas une grande épaisseur, on se retrouve ensemble au restaurant avec ceux qui font du cinéma. Tout le monde connaît tout le monde, ce qui ôte déjà une grande partie de son charme à la condition de spectateur et de lecteur. Il faut aussi ajouter que pendant quelque temps, Rome était devenue une Hollywood internationale et que, entre les productions cinématographiques des différents pays, les barrières sont vite tombées. En somme, le sens de la distance a été perdu dans toutes ses acceptions. Quant à moi, de toute façon, je continue d'aller au cinéma. La rencontre exceptionnelle entre le spectateur et une vision filmée peut toujours se produire, grâce à l'art ou bien au hasard. Dans le cinéma italien, on peut attendre beaucoup du génie personnel des metteurs en scène, mais très peu du hasard. Ce doit être là une des raisons pour lesquelles j'ai parfois admiré le cinéma italien. Je l'ai souvent apprécié, mais je ne l'ai jamais aimé. Je sens qu'il a ôté à mon plaisir d'aller au cinéma plus qu'il ne lui a donné, car ce plaisir doit être évalué non seulement sur les films d'auteur, avec lesquels je me retrouve dans un rapport critique de nature littéraire, mais aussi sur ce qui peut encore sortir de neuf de la production moyenne et mineure, avec laquelle j'essaye d'établir un rapport de pur spectateur. Je devrais maintenant parler de la comédie satirique de mœurs, qui a constitué pendant toutes les années 60 la production moyenne italienne typique. Dans la plupart des cas, je la trouve détestable, car plus la caricature de nos comportements sociaux veut être impitoyable, plus elle se révèle comme étant complaisante et indulgente. Dans d'autres cas, je la trouve sympathique et simple, avec un optimisme qui demeure miraculeusement naturel. Mais je sens alors qu'elle ne me fait pas avancer dans la connaissance de nous-mêmes. Nous regarder directement au fond des yeux est en somme difficile. Il est juste que la vitalité italienne enchante les étrangers, mais qu'elle me laisse froid quant à moi. Ce n'est pas un hasard si une production artisanale de qualité constante et d'originalité stylistique est née chez nous avec le western à l'italienne, c'est-à-dire en tant que refus de la dimension dans laquelle le cinéma italien s'était affirmé et arrêté, et comme construction d'un espace abstrait, déformation parodique d'une convention purement cinématographique. Mais de la sorte, elle dit quand même quelque chose sur nous, comme psychologie de masse, sur ce que le western représente pour nous, sur la façon dont nous intégrons et corrigeons le mythe pour investir en lui ce que nous portons en nous. Afin de recréer pour moi le plaisir du cinéma, je dois donc moi aussi sortir du contexte italien. Dans les salles terriblement étroites et malodorantes des studios du quartier latin, je peux repêcher les films des années 20 ou 30 que j'avais cru avoir à jamais perdus, ou me laisser agresser par la dernière nouveauté, éventuellement brésilienne ou polonaise, qui vient de milieux dont je ne connais rien. Je recherche en somme soit les vieux films qui m'éclairent sur ma préhistoire, soit ceux qui sont si nouveaux qu'ils peuvent peut-être m'indiquer comment sera le monde après moi. Et dans ce sens aussi, ce sont toujours les films américains, je parle des tout nouveaux, qui ont à communiquer quelque chose d'inédit. Toujours et encore sur les autoroutes, sur les drugstores, sur les visages jeunes ou vieux, sur la façon de se déplacer de lieu en lieu et de gaspiller sa vie. Mais ce que le cinéma donne désormais, ce n'est plus la distance. C'est le sentiment irréversible que tout nous est proche, nous serre et nous touche de près. Et cette observation rapprochée peut aller dans un sens d'exploration documentaire ou dans un sens introspectif.
les deux directions grâce auxquelles nous pouvons définir aujourd'hui la fonction cognitive du cinéma. L'une est faite pour nous donner une image forte du monde qui nous est extérieur, et que pour quelques raisons subjectives et objectives, nous ne parvenons pas à percevoir directement. L'autre nous force à voir nous-mêmes et notre existence quotidienne d'une façon qui change quelque chose dans nos rapports avec nous-mêmes. Par exemple, l'œuvre de Federico Fellini est ce qui se rapproche le plus de cette biographie de spectateur que, maintenant, il m'a lui-même convaincu d'écrire. Sauf que, chez lui, la biographie est devenue à son tour cinéma. C'est le dehors qui a envahi l'écran, l'obscurité de la salle qui se renverse dans le cône de lumière. Cette autobiographie que Fellini a poursuivie de façon ininterrompue depuis les Vitelloni jusqu'à aujourd'hui me touche de près, non seulement parce que quelques années à peine nous séparent, et non seulement parce que nous venons tous deux de Ville de la Riviera. De l'Adriatique, quant à lui, et moi de la Ligurienne, où les vies des jeunes gens désœuvrés se ressemblaient assez, même si ma San Remo présentait beaucoup de différences avec sa Rimini, puisque c'est une ville de frontière avec un casino, et que chez nous, l'écart entre l'été balnéaire et la morte saison de l'hiver ne fut peut-être ressenti comme tel que pendant les années de la guerre. Mais parce que derrière toute la misère des journées au café, de la promenade jusqu'au mall, de l'ami qui se travestit en femme puis se saoule et pleure, je reconnais une jeunesse insatisfaite de spectateurs cinématographiques, d'une province qui se juge elle-même par rapport au cinéma, dans une confrontation continuelle avec cet autre monde qui est le cinéma. La biographie du héros fellinien, que le metteur en scène reprend chaque fois depuis le début, est dans ce sens plus exemplaire que la mienne, puisque le jeune homme quitte la province, va à Rome et passe de l'autre côté de l'écran, fait du cinéma, devient lui-même cinéma. Le film de Fellini est un cinéma renversé. Appareil de projection qui engloutit la salle et caméra qui tourne le dos au plateau. Ces deux pôles restant pourtant toujours interdépendants. La province acquiert un sens dans le fait d'être rappelée à partir de Rome. Rome acquiert un sens lorsqu'on y est parvenu venant de la province. Entre les monstruosités humaines de l'une et de l'autre s'établit une mythologie commune, qui tourne autour de gigantesques divinités féminines comme l'Anita Ekberg de la Dolce Vita. Et le travail de Fellini vise à mettre en lumière et à classifier cette mythologie convulsive avec, au centre, l'auto-analyse de 8,5 comme une spirale remplie d'archétypes. Pour définir plus exactement comment les choses se sont passées, il faut se souvenir que dans la biographie de Fellini, le renversement des rôles de spectateur à metteur en scène est précédé par celui de lecteur d'hebdomadaires humoristiques à dessinateur et collaborateur de ces mêmes journaux. La continuité entre Fellini dessinateur humoriste et Fellini cinéaste est incarnée par le personnage de Giulietta Massina, et par tout ce champ Massina très particulier de son œuvre, celui d'une poétique raréfiée qui englobe la schématisation figurative des dessins humoristiques et qui s'étend, à travers les places des villages de la Strada, au monde du cirque, à la mélancolie des clowns, un des motifs les plus insistants du clavier fellinien, et parmi les plus liés à un goût stylistiquement rétrospectif, c'est-à-dire correspondant à une visualisation enfantine, désincarnée, pré-cinématographique d'un monde autre. Ce monde autre auquel le cinéma confère une illusion d'existence charnelle qui confond ses fantasmes avec celle attrayante, repoussante de la vie. Et ce n'est pas un hasard si le film Analyse du monde de Giulietta Massina, Juliette des esprits, a comme référence figurative et chromatique déclarée les dessins en couleur du Corriere dei Piccoli. C'est le monde graphique du papier imprimé de grande diffusion qui revendique son autorité visuelle particulière et sa parenté étroite avec le cinéma depuis les origines. Dans ce monde graphique, l'hebdomadaire humoristique, territoire je crois encore vierge pour la sociologie de la culture, se trouvant éloigné des parcours entre Francfort et New York, devrait être étudié comme un canal indispensable, au moins autant que le cinéma, pour définir la culture de masse de la province italienne entre les deux guerres. Et il faudrait étudier, si cela n'a pas encore été fait, le lien entre le journal humoristique et le cinéma italien. Ne serait-ce que pour la place qu'il occupe dans la biographie d'un autre et plus ancien parmi les pères fondateurs de notre cinéma, Zavattini. C'est l'apport du journal humoristique, sans doute plus que ceux de la littérature, de la culture figurative, de la photographie sophistiquée, du journalisme à la Longanesi, qui fournit au cinéma italien un genre de communication déjà confirmé avec le public, sous la forme d'une stylisation, des figures et du récit. Mais Fellini, metteur en scène, n'est pas seulement en rapport avec la zone de l'humour poétique, crépusculaire, angélique, à l'intérieur de laquelle il s'était placé avec ses dessins et ses textes de jeunesse, mais aussi avec l'aspect le plus plébéien et romain qui caractérisait d'autres dessinateurs du Marco Aurelio. Atalo
par exemple, qui représentait la société contemporaine avec une apparence désagréable et une vulgarité voulue, avec un trait d'encre si grossier et presque canaille qu'il en excluait toute illusion consolatrice. La force de l'image dans les films de Fellini, si difficile à définir parce qu'elle ne se situe pas dans les codes d'une quelconque culture figurative, prend ses racines dans l'agressivité redondante et disharmonique du graphisme journalistique. Cette agressivité est capable d'imposer partout dans le monde cartoons et strips qui se montrent d'autant plus communicatifs à un niveau de masse qu'ils apparaissent marqués par une stylisation individuelle. Fellini n'a jamais perdu cette forme de communicativité populaire, même lorsque son langage est devenu plus sophistiqué. D'ailleurs, il n'a jamais failli à son programme anti-intellectualiste. L'intellectuel est toujours pour Fellini un désespéré, qui dans le meilleur des cas se pend comme dans 8,5, et quand il ne se domine plus, comme dans la Dolce Vita, se tire un coup de revolver après avoir massacré ses enfants. La même scène, dans Satyricon, est accomplie à l'époque du stoïcisme classique. Dans les intentions déclarées de Fellini, à la lucidité intellectuelle, aride et ratiocinante, s'oppose une connaissance spirituelle magique, de participation religieuse au mystère de l'univers. Mais sur le plan des résultats, ni l'un ni l'autre terme ne me semble avoir un relief cinématographique assez fort. La nature sanguine de son instinct du spectacle, la truculence élémentaire de carnaval et de fin du monde que sa Rome de l'Antiquité ou celle de nos jours ne manque pas d'évoquer, reste au contraire comme une défense constante contre l'intellectualisme. Ce qui a été défini tant de fois comme le caractère baroque de Fellini réside dans ce qu'il force constamment l'image photographique dans la direction qui conduit du caricatural au visionnaire. Mais il garde toujours à l'esprit, comme point de départ, une représentation précise qui doit trouver la forme la plus communicative et expressive. Et ceci pour nous qui appartenons à sa génération est particulièrement évident dans les images du fascisme qui chez Fellini, quelque grotesque que puisse en être la caricature, garde toujours une saveur de vérité. Le fascisme, qui pendant 20 ans a connu tant de climats psychologiques différents, de même que d'année en année changeait les uniformes, et Fellini prend toujours les uniformes et le climat psychologique exact pour les années qu'il représente. La fidélité au vrai ne devrait pas être un critère de jugement esthétique. Et pourtant, lorsque l'on voit les films des jeunes metteurs en scène qui aiment à reconstruire l'époque fasciste indirectement, comme un décor historico-symbolique, je ne puis m'empêcher d'éprouver une certaine souffrance. Surtout chez le plus prestigieux des jeunes cinéastes. Tout ce qui concerne le fascisme sent régulièrement la fausse note. Tout peut être conceptuellement justifiable, mais paraît faux sur le plan des images, comme si celui-ci ne parvenait pas à atteindre sa cible, même par hasard. Est-ce que cela veut dire que l'expérience d'une époque n'est pas transmissible, qu'un mince tissu de perception doit inévitablement être perdu ? Ou est-ce que cela veut dire que les images à travers lesquelles les jeunes se représentent l'Italie fasciste, et qui sont surtout celles que les écrivains ont données, celles que nous avons données, images partielles qui supposaient au préalable une expérience qui appartenait à tous, ayant perdu cette référence commune, ne sont plus capables d'évoquer l'épaisseur historique d'une époque. Dans les clowns de Fellini, au contraire, il suffit que le chef de gare, dont les jeunes gens du train se moquent avec des bruits divers, appelle un milicien des chemins de fer à la noire moustache et que du train spectral, les bras des garçons se dressent en un salut romain, et le climat de l'époque, bien particulier, est pleinement rendu. Où il suffit que la salle du petit théâtre de variété de Roma soit traversée par le son lugubre de la sirène de l'alerte aérienne. Le même résultat, où la précision d'évocation est obtenue à travers l'exaspération de la caricature, peut probablement être relevé dans les images de l'éducation religieuse, qui semble avoir été, pour Fellini, un traumatisme fondamental. Si on en juge par la manière avec laquelle il revient sur l'image des prêtres terrifiants, d'une horreur presque physiologique. Mais dans ce cas, je n'ai pas de compétence pour juger. Je n'ai connu que la répression laïque, plus intériorisée, et dont il est moins facile de se libérer. À la présence d'une école-église répressive, Fellini oppose celle plus vague d'une église médiatrice des mystères de la nature et de l'homme, qui n'a pas de traits particuliers, comme la nonne naine qui apaise le fou sur l'arbre d'Amarcord, ou qui ne répond pas aux questions de l'homme en crise, comme le très vieux prélat qui parle des oiseaux dans 8,5, et qui est certainement l'image la plus suggestive, la plus inoubliable du Fellini religieux. Fellini peut ainsi aller très loin sur la voie de la répugnance visuelle, mais il s'arrête sur celle de la répugnance morale, le monstrueux étant récupéré par l'humain, par l'indulgente complicité charnelle. Aussi bien la province Vitellona que la Rome du cinéma sont des cercles de l'enfer, mais ce sont aussi des pays de cocagne dont on peut jouir. C'est pour cela que Fellini arrive à déranger profondément, parce qu'il nous oblige à admettre que ce que nous voudrions le plus éloigner de nous, nous est intrinsèquement proche.
Comme dans l'analyse de la névrose, le passé et le présent mêlent leurs perspectives, comme dans le déchaînement de la crise hystérique. Ils s'extériorisent en spectacle. Fellini fait du cinéma la symptomatologie de l'hystérie italienne, cette hystérie familiale particulière qui avant lui était représentée comme un phénomène surtout méridional, et que lui, partant de ce lieu de méditation géographique qui est sa région de Romagne, redéfinit dans Amarcord comme le véritable élément unificateur du comportement italien. Le cinéma de la distance, qui avait nourri notre jeunesse, est renversé définitivement dans le cinéma de la proximité absolue. Dans les durées limitées de nos vies, tout reste là, présent, de façon angoissante. Les premières images de l'éros et les prémonitions de la mort nous rejoignent dans chaque rêve. La fin du monde a commencé avec nous et ne fait pas signe de vouloir finir. Le film dont nous avions l'illusion de n'être que les spectateurs est l'histoire de notre vie.